Mesdames, messieurs, mes autres, dames, heren, anderen, hartelijk welkom. Deze conferentie zal in het Frans zijn, maar u mag gerust alle vragen of zelfs onderbreken als u een bepaald woord niet begrijpt in het Nederlands. Dat is geen probleem. Soyez les bienvenus à l'occasion du bicentenaire de Victor Jamard, architecte de la ville, pour ce projet d'essai de tentative de conférence sérieuse. Si je prends ces précautions oratoires, c'est parce que j'ai conçu cette conférence dans le but de rendre moins méconnu Jamard, de le rendre parce qu'il a tendance à tomber dans l'oubli. C'est fort dommage. Il mérite d'être mieux connu. Et en plus, l'autre problème, c'est qu'il a un grand fan club. Parmi les connaisseurs de l'histoire de l'architecture, ici, il y a des fans de Jamard, et dès qu'ils voient quelque part le mot Jamard, ils accourent. Et donc, je risque de les décevoir. C'est vraiment une vulgarisation. Mais bon, commençons. Je vais vous faire languir encore un peu, parce que je vais d'abord vous éclairer un peu, j'espère, sur ce que c'est un architecte de la ville de Bruxelles. À ma connaissance, cette étude n'a pas encore été faite, ou pas suffisamment, et je crois que c'est utile de faire un bref esquisse de ce que c'était l'architecte de la ville de Bruxelles. On utilise plusieurs titres, et parfois il est contrôleur des travaux de la ville, ou directeur des travaux publics, ou inspecteur en chef des bâtiments. Mais ce titre-là n'empêche pas que dans des tas de documents, ils sont parfois appelés architectes de la ville. Le premier que nous connaissons, qu'on peut étudier un peu sérieusement, c'est Claude Fisco, que vous connaissez comme l'auteur de La place des Martyrs ou Le nouveau marché au grain. Et c'est un louvaniste, mais il est arrivé assez tôt ici. Et vous le connaissez peut-être aussi par La fontaine du cracheur, qui est sur la couverture d'une des brochures ici, j'ai remarqué. Et si je parle de La fontaine du cracheur, c'est aussi parce que c'est un certain Jamard qui l'a restauré en 1890. Alors, Fisco part dans les affres de la guerre, 1791, 1793, les Autrichiens, les Français, etc. Il est convoqué comme il était un officier de génie. Il doit quitter Bruxelles, et quand il essaye de revenir en 98, la place à l'Académie, en tant que professeur, est déjà prise, et la place d'architecte de la ville également. On essaye de lui trouver une place, mais les fonds manquent, et il va donc devenir architecte communal, de la ville de Louvain, sa ville natale, qu'il va quitter vers le tard. Vous notez qu'il a vécu assez longtemps pour s'installer près d'un neveu curé à Querps. C'est pour ça que vous pouvez encore toujours voir sa pierre tombale le long de l'église d'Erps-Querps. Donc, 1793, problème, qui va-t-on nommer? On m'a dit que je recevais une bouteille de vin si je rendais cette conférence interactive. Personne? Barthélemy? Van de Kerkhove. Né à Bruxelles, c'est un Bruxellois, 1750, s'installe assez vite. Voici son ex-libris de 74, il a fait ses études ici. Il est important parce qu'il faut quand même le signaler, on va beaucoup parler de la Grand Place. Avec ses collègues Verly et Wéry, il est chargé par la ville en 1815 de vérifier l'état de la tour de l'hôtel de ville. Le montant du devis est fixé à 120 000 francs, ce qui est à l'époque quand même déjà important, mais faute de sous, rien de nouveau, les travaux ne sont pas effectués. On peut aussi, avec les mêmes comparses Verly et Verly, donc l'architecte du gouvernement et le professeur à l'Académie,
on trouve un plan de lui d'alignement du quai des Poissonniers, et c'est assez intéressant de voir des tas de noms qui ont disparu, des tas de noms de rues qui ont disparu. Je profite de la prédilection du JO, le gentil organisateur des Jeudis de l'Histoire pour les cimetières, et le GO, génial organisateur des Printemps du cimetière, pour glisser de temps en temps une tombe d'un architecte. Voici la tombe de Wéry, au cimetière de Laeken. Wéry était un grand professeur, c'est lui qui a été le prof de Tilmanses, de Kluizenaar, du père de Poulart, etc. Il a fait des tas de grandes choses avec Partous, par exemple. Il a fait le prolongement de la rue Royale. Et c'est, à une exception près, la plus ancienne tombe au cimetière de Laeken d'un architecte. J'ai fait une notice biographique sur Wéry en 22, dans laquelle je suggérais qu'on allait quand même fêter les 250 ans en 24, mais non en 20. Et donc, j'ose espérer que la ville de Bruxelles fait quelque chose pour le bicentenaire de son décès en 2044. Alors, Barthélemy van de Kerkhove est le seul architecte de la ville du XIXe siècle à mourir à la tâche. Il meurt en 19, donc il y a de nouveau un problème pour la ville. Ils doivent trouver un nouvel architecte de la ville, et ce sera, décidément, vous n'aimez pas que je boive, François Gantier, méconnu. De nouveau un Français, mais arrivé très tôt à Bruxelles. Il entre même dans l'administration de la ville en 1810 et il a contre lui sa signature. Il est répertorié dans beaucoup d'archives comme Gautier. Donc, si jamais vous voulez vous intéresser davantage à ce personnage, allez chercher sous Gautier et Gantier. Il y a plusieurs plans de lui aux archives de la ville de Bruxelles, l'archive avec un trésor énorme. Mais, par exemple, j'ai trouvé un document où on dit les différents traitements qu'il reçoit, parce qu'on pouvait, en tant qu'architecte de la ville, faire d'autres choses. Donc, il était agent du casernement payé par la ville, il était agent du casernement sur la caisse des logements, et il était en plus directeur des lits militaires. Les casernes, jusqu'en 1830, étaient fort importantes et étaient situées au centre de la ville. Et à ça s'ajoute son traitement comme architecte de la ville. C'est une belle somme, et vous remarquez aussi que ces montants sont en florins et en francs. Bien sûr, nous sommes sous Guillaume Ier. Un plan du cimetière de la Chapelle de Saint-Main, de 1821. Et si je le cite, c'est parce que Notre-Dame de la Chapelle sera une église qui sera restaurée par Jamard également. Alors, détail amusant peut-être, Gantier en 1820 est chargé, avec d'autres architectes, de faire exécuter d'urgence les travaux nécessaires à la réfection de la tour de l'hôtel, pour un montant bien supérieur à celui estimé par la commission Van de Kerkhove de 1815. Je me répète, rien de neuf. Il démissionne peut-être à cause de ça en 1822 et il va mourir à Bruxelles en 1835. Et j'ai découvert très récemment que sa tombe a été transférée au cimetière de Bruxelles-et-Vers. Et c'est donc, à mon avis, la tombe la plus ancienne d'un architecte. 1835, Bruno, ça mérite peut-être une conférence jeudi de l'histoire en 2035. Donc 1823, démission de Gantier, il faut trouver un nouveau personnage et ce sera Nicolas, oui. Nicolas Roget, déjà un peu plus connu, de nouveau un Parisien, mais s'adaptant très vite
est installé très vite ici. Voici un plan pour un marché de poissons de sa main, et vous voyez qu'il signe même en néerlandais, et c'est son écriture. Vous le connaissez surtout par les extensions qu'il a fait au Palais de Lorraine, mais il démissionne en 1931 parce qu'il peut aller au Pont-et-Chaussée. Décidément, la ville n'a pas beaucoup de chance. Il va mourir en 1865 en devenant ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Et je vous signale quand même qu'en 1865, Nicolas Roget a refusé toute inhumation religieuse. 1931, il faut de nouveau trouver quelqu'un. Maintenant, on est déjà en Belgique et on va trouver Auguste Payen. Ça, celui-là, vous le connaissez déjà un peu. Il est le premier à être né au XIXe siècle. Vous le connaissez un peu par les pavillons de l'octroi et peut-être par le premier observatoire à la place Quetelet. Mais voilà, en 1941, il écrit une lettre disant qu'il doit donner sa démission parce qu'on lui offre le poste d'architecte près l'administration des chemins de fer. Il écrit une lettre larmoyante qu'il doit partir, mais par après, il fera quand même beaucoup de gares. La première gare du Midi, la gare de Bruges, qui a été démontée et remontée complètement à Rennes, qui est donc la gare la plus ancienne de ce pays. Alors, je ne sais pas s'il y a des graphologues dans la salle. Bon, il paraît qu'une signature peut en dire beaucoup sur la complexité d'un personnage. Voici la signature d'Auguste Payen. Alors, il va mourir à Saint-Josse en 1877. Sa tombe n'existe plus. 1942, il faut donc de nouveau trouver quelqu'un. Et là, vous ne devinerez jamais qui c'est. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de Pierre Schmitt, un luxembourgeois, né en 1806, installé depuis quelque temps à Bruxelles. Et Pierre Schmitt devient surtout contrôleur général des travaux de la ville. Voici un projet d'une école de natation à établir tout près à la frontière avec Saint-Gilles en 1852. Et si je vous la montre, c'est parce qu'au fait, elle a été visionnée, vue par le contrôleur, mais le plan est d'un certain Jamard, V. Jamard, il signait toujours Victor, et c'est, à ma connaissance, le plus ancien plan de la main de Jamard. Bien sûr, Schmitt ne travaille pas seul, il a toute une équipe avec lui, dont je vous souligne simplement l'existence d'un certain Joseph Poulart, inspecteur des bâtisses à ce moment-là, et vous voyez également que Victor Jamard, dessinateur. Cette liste date des débuts de la fin des années 1840. Alors Pierre Schmitt va mourir en 1867 et il y a un problème qui s'annonce parce que, bien sûr, l'urbanisme devient plus important, Bruxelles veut devenir une véritable capitale, il y a des gros projets qui doivent se faire, et le conseil communal et le collège vont discuter pendant des semaines, sinon des mois, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour réorganiser les travaux publics à Bruxelles. Est-ce qu'il faut une commission de 3 architectes? Est-ce qu'il faut un seul architecte? Ou est-ce qu'on va nommer un architecte pour chaque chantier important? Ils n'en sortent pas après plusieurs mois et finalement ils décident quand même que ce sera un seul architecte. Mais qui à ce moment-là? Notez qu'ils ont décidé de garder toujours Schmitt comme contrôleur des travaux. Il y a plusieurs candidats qui s'annoncent, il y a 10 architectes qui se présentent. Le premier, Lécluse, vous pouvez l'oublier parce qu'il n'a rien laissé d'important, de transcendant. Frédéric van der Riet est déjà un peu plus connu, c'est le seul architecte ingénieur. Il a été
architecte communal à Schaerbeek et il est architecte communal à Molenbeek. Et il voudrait bien aussi devenir l'architecte de la ville de Bruxelles. Vous le connaissez peut-être par le plus grand chantier qu'il y a eu vers cette époque-là, le Zotheus de Van der Kindre à Uccle, un budget de 700 000 francs, plusieurs hectares de pavillons multiples, dont il ne reste plus rien. Mais bon, et vous le connaissez peut-être aussi par la première réalisation de l'école de l'église de Saint-Josse. Alors il y a Henri Raemakers qui se présente également, ayant déjà eu beaucoup de prix, connu pour des églises, Saint-Roch par exemple, démoli et remplacé depuis, et aussi connu même en dehors de la Belgique pour le premier tir national. Et puis il y a un Henri Béart que vous connaissez certainement de nom, hein, l'architecte de l'hôtel du gouverneur de la Banque nationale, la Banque nationale d'Anvers, la gare de Tournai et autres. Et le cinquième ici, c'est le fils de Drossart, le fils de l'architecte communal de Tirlemont, qui est lui-même installé à Malines et qui va devenir architecte de la ville de Malines. J'en profite. Voici la tombe de Van der Riet à Laken, tombe assez particulière dans la mesure où il y a 3 fautes. Dans l'épitaphe, non seulement son nom s'est toujours écrit avec en deux parties. Alors, le transgenre n'était pas une question à cette époque-là. Il pouvait difficilement être la veuve de Caroline Restiaux. Et en plus, Caroline Restiaux était toujours en vie à ce moment-là. On suppose la vengeance d'une belle-sœur. Voici la tombe de Raemakers, mort fort jeune. Heureusement qu'on ne l'a pas choisi, je fais un spoiler là. Heureusement qu'on ne l'a pas choisi, parce qu'il est mort déjà fort jeune, même pas 40 ans. Et puis, pour les plus de 40 ans, parmi vous, nostalgie, le billet de banque Henri Béart, vous le connaissez certainement. Les jeunes, vous n'avez qu'à l'apprendre maintenant. Alors, les autres candidats, les 5 autres candidats, c'est un certain Joseph Poulart, que je ne dois pas vous présenter. C'est mon Prosper André, qui a comme particularité de travailler au service déjà de la ville. Il y a Joseph Segers, connu pour les écoles qu'il a fait pour la ville. Et en plus, c'était lui le lauréat pour l'hôtel du gouverneur, mais la Banque nationale a préféré Béart et son collègue Janssens. Alors il y a François Der, qui est mort à Contrexéville, mais inhumé quand même au cimetière de Bruxelles-et-Vert, tout comme Segers, André d'ailleurs, mais je ne vais pas vous montrer les photos. François Der, très connu pour avoir construit la plupart des prisons au XIXe siècle en Belgique. Et puis il y a Louis de Kurt, que les plus de 60 ans connaissent comme celui qui a fait l'hôtel des Postes et que les jeunes et plus anciens connaissent comme étant le réalisateur du mémorial pour Léopold Ier à Laken. Alors, le conseil va se chamailler également. Qui choisir? Ah oui, la tombe de Kurten encore à Laken. Alors, j'ai découvert une lettre assez particulière, je vous la lis parce qu'elle vaut la peine, je trouve. Les Soussiniers architectes ayant une estime toute particulière pour le talent dont a fait preuve leur collègue, monsieur l'architecte Henri Béart, dans les différents travaux exécutés sous sa direction, en se fondant sur les qualités sérieuses qui lui reconnaissent, expriment le vœu de voir les mandataires de la commune accueillir favorablement sa candidature à la place d'architecte à la ville de Bruxelles. Je sais qu'il y a dans cette salle des personnes qui estiment qu'Henri Béart est le plus grand architecte du XIXe siècle pour la Belgique. Il est rare que des tas d'architectes reconnaissent là déjà de son vivant. En plus, c'est pas signé de n'importe qui. Seuss et Dumont, les Tilman François Seuss et Joseph Jonas Dumont,
on est arrivé dans la vie quand on peut écrire que son patronyme, je trouve. Il y a aussi Léon Seuss, le fils qui va plus tard faire le voûtement de la Seine et la Bourse. Il y a Antoine Trapeniers. Il y a Henri Hendrix, le père d'Ernest, mais également architecte et surtout graveur. Il y a Félix Jeanlay. Il y a Alexis Partous, le fils de Henri-François Partous, celui qui a fait le Pacheco et le Grand Hospice, etc. Il y a Auguste Payen, qui désire également que Béart devienne ici l'architecte de la ville. Il y a Chrétien Gouvart, connu pour avoir fait des tas d'hôtels de luxe pour la noblesse et les nouveaux riches de Bruxelles et environ. Il y a plusieurs de ces maisons qui sont classées. Il y a Félix Van de Wiel, presque oublié complètement, mais qui a fait énormément d'églises. Par exemple, la première version de l'église Sainte-Croix à la place Flagey et aussi l'église Sainte-Warpe à Molenbeek. Gustave de Rieder, ancien ingénieur en chef des chemins de fer, celui qui a mis les chemins de fer en route ici en Belgique. Eugène Flanow, architecte et père d'Octave Flanow, également architecte. Il y a Van Raffelgem. Il y a le père Tasson, qui est professeur à l'Académie. Et il y a Félix Pauwels, celui des fortifications d'Anvers, celui des casernes le long du boulevard militaire et également des tas d'hôtels. Et peut-être... ce n'est pas assez connu, l'auteur du socle du lion du barrage de la Gileppe. Voici la tombe des Seuss, voici celle d'Alexis Partous avec son père, voici celle de Gouvart, voici celle de Félix Van de Wiel, même si son nom n'y apparaît pas, donc tous à Laken, voici Jeanlay, et voici ce qui reste de la chapelle pour Félix Pauwels, enlevé exactement 100 ans après son décès. Ce n'est pas fini. Il y a Roget aussi qui signe, Louis Pavot, Félix Lorès, tous les deux inhumés ici également à Bruxelles-les-Verts. Il y a Wijnand Janssens, lui aussi. Il y a Henri Stielemans, architecte du roi et par après bourgmestre pendant 40 ans à Eppegem. Et puis encore Janssens, architecte ingénieur. Et qui va-t-on choisir? Joseph Poulart. Joseph Poulart, lui, il avait fait des lettres de lobbying par des personnes qui ont exécuté des travaux pour lui. J'éclaire particulièrement Louis Mello parce que c'est lui qui a fait la colonne du Congrès et c'est lui qui va aider Jamard énormément pour l'hôtel de ville. Encore une autre lettre, exécuter des travaux ou fait des fournitures. Il y a Norbert Lamal, serrurier poilier, il y a Tillement Lamal, grand constructeur, surtout aussi des chemins de fer. Tillement Lamal, à ne pas confondre avec Tillement Lamal fils. Si je dis ça, c'est parce que la région bruxelloise, dans son classement du pavillon des glaces marché aux herbes, a mélangé les deux. Tillement Lamal fils, d'ailleurs, n'est qu'un neveu, mais il a utilisé le terme fils et il est devenu par après l'architecte communal d'Ixelles. Il y a Corten Krabbe qui a souffert toute sa vie de son prénom, puisque sur tous les actes, il s'appelait Folien, alors que sa famille voulait l'appeler Julien. Et donc, il a toujours signé Corten Krabbe avec le nom de sa femme, jamais avec son prénom, mais il a énormément construit également. Alors, il y a finalement Picard-Massy. Je vous montre vite la tombe de Tillement Lamal et celle de Corten Krabbe. Et je vous montre l'enseigne en porcelaine de Picard-Massy, fournisseur en papier peint, fournisseur du roi, etc. Parce que je tiens à souligner que les archives de la ville de Bruxelles ont une énorme collection d'enseignes publicitaires et enseignes en porcelaine, et également parce que Picard-Massy est également inhumé à Laken dans la fameuse pelouse 5B qui est en train d'être restaurée par la ville de Bruxelles, mais personne n'a remarqué que Picard-Massy est inhumé dans cette pelouse. Donc Joseph Poulart, fils de Philippe, déjà grand constructeur, 1817, et voilà
En 1860, il a trop de travail, il demande un congé de 6 mois. Et la ville de Bruxelles est obligée, à ce moment-là, de trouver un remplaçant. Ils vont demander à Gédéon Bordiot de devenir le chef, qualité de premier dessinateur, de diriger le travail de tous les autres. Et si je vous montre cette lettre, parce que vous voyez très bien que le mot « illimité » a été barré. On n'aimait pas trop, parce que bon, il fallait réorganiser tout le service, et voilà que Poulart demande déjà un congé. Et 6 mois par après, il écrit une lettre pour dire « Ah, mes soins de santé, c'est compromis, etc. Je donne ma démission. » On ne rigole pas à la ville, d'autant plus qu'il va demander d'être payé séparément pour les travaux à la Sainte-Catherine et à la colonne du Congrès. Et on note dans les brouillons de lettres qui sont envoyés à son avocat que la ville n'est pas du tout, est plutôt furieuse, dirais-je. Et on lui dit, non, vous avez travaillé avec tous les dessinateurs de la ville et ça faisait partie de votre mission. Bref, il y a des problèmes à ce moment-là, on ne sait pas très bien. Donc, il meurt en 69 assez tôt, et je vous montre vite sa tombe avec son buste où il a déjà l'air soucieux. Et finalement, après quelques années, Jamard arrive enfin architecte. On choisit la stabilité, on choisit le sérieux. On est sûr que c'est quelqu'un qui va continuer. Alors, bon, qui est Victor Jamard, architecte de la ville? Il naît le 8 août 1825, donc rendez-vous le 8 août sur sa tombe au cimetière de Lagre. J'espère que Philippe Claus ou que le service du patrimoine déposera des fleurs. Son père est boulanger. Il est natif de Zoutleeuw, de Léo, mais il est venu à Bruxelles où il a épousé l'Anderlechtoise Marie Abeloz. Il s'installe vite, assez rapidement à Ixelles où sa première née, suivie de Félix Eugénie. Alors je ne sais pas s'il y a des thérapeutes familiaux dans la salle. Les 3 premiers ne se sont jamais mariés et le 4e, Victor, Pierre Victor officiellement, s'est marié vers le tard. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Les personnes comme des boulangers veulent vraiment que leurs enfants réussissent et s'améliorent dans la vie, et donc il est envoyé à l'Athénée de Bruxelles, et j'ai noté qu'il a eu le 2e prix, donc en 38 à 13 ans, 2e prix en langue flamande et le 3e prix en langue française. Il faut parfois signaler ce genre de choses. Alors, on a noté de lui une inscription à l'Académie des Beaux-Arts à 12 ans, pendant 2 mois. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il devait travailler comme mitron pour son père, ou est-ce que ça n'allait pas? En tout cas, s'il s'inscrit au dessin et au trait, on doit quand même supposer qu'il a déjà certaines prédispositions pour le dessin. Sa véritable inscription se fait dans la classe d'architecture en 1942. Il aura comme professeur Auguste Payen, que vous connaissez, Joseph Jonas Dumont, chez qui il sera stagiaire et collaborateur, et Tilman François Seuss. Ses condisciples à ce moment-là sont Félix Belleflamme, qui brillant étudiant, mais qui va partir très rapidement à Verviers. Il y a Henri Beyaert, que vous connaissez déjà, il y a Edouard Prosper-André aussi, Venant Janssens, Henri Reimakers et Antoine Trappenirs, noms qui sont déjà passés ici. Alors on trouve aussi dans les journaux que le fameux Henri Reimakers a le 1er prix dans la 2e classe d'architecture, et que le 2e prix va ex aequo à Henri Beyaert et Victor Jamard. C'est vous dire que c'était déjà des grands noms. Notez le 2e accessit pour l'architecte de prison. Alors il fait partie de la société Palladio. La société Palladio est la première société d'architecture de Belgique, née dans les années 1840.
parmi les élèves de Seuze, avec l'aide de Seuze. Mais c'est une société assez sérieuse. Ils disposent d'une bibliothèque, ils se réunissent hebdomadairement, doivent lire ou présenter des projets, et au moins 2 fois par an, il y a même des concours entre eux, et la ville de Bruxelles les archive à une vingtaine de ces projets sauvegardés. Je vous dis quelques noms encore, comme Henri Euchamp et Victor Panizet, qui sont également au service des travaux publics de Bruxelles. Sinon, les grands noms, vous les reconnaissez. Donc, sa carrière à la ville de Bruxelles, 47 dessinateurs, entrés le 7 mai et à l'essai est définitif le 15 mai. Il devient inspecteur des bâtisses en 1957 à sa demande. C'est la seule demande apparemment qu'il a jamais formulée. En 1961, il devient inspecteur en chef et en 1964, il est architecte en chef. Il a servi sous 6 bourgmestres, dont les plus importants, également pour une longue législature, c'est Jules Anspach et Charles Buls, tous les deux férus d'urbanisme et de restauration. Alors, il faut quand même signaler un peu l'évolution de Bruxelles à ce moment-là. Depuis qu'il est architecte en chef, il y a des tas de modifications. Il y a l'avenue Louise et le bois de la Cambre qui s'ajoutent à la ville de Bruxelles. Alors, en 1966 commence la construction du palais de justice, par Poulart, bien sûr. En 1967, on commence les discussions et les travaux sur le voûtement de la Seine et la création des boulevards centraux, et avec la Bourse, etc. Alors en 1969 apparaissent les premiers tramways et omnibus. En tant qu'architecte de la ville, il faut aussi tenir compte de toutes ces modifications que cela peut être. Le quartier Notre-Dame-aux-Neiges est tout à fait rénové. C'était un des grands dadas de Anspach. On construit grand chantier, Palais du Midi de Janssens, et le cinquantenaire et les quartiers nord-est vont se développer également. De ça, il doit tenir compte tout le temps. Alors, je vais vite passer au réel parce que le temps passe et on va revenir en tout cas à ses réalisations principales. Il devient donc dessinateur et il commence à apparaître en public par des architectures éphémères qui ne durent pas. La première, c'est un projet de tribune royale et de tribune réservée pour un carrousel qui se tient au Champ des Manœuvres. Le Champ des Manœuvres, à ce moment-là, c'est encore le cinquantenaire. Hein. Mais c'est aussi là qu'il signe Victor Jamard, 55, donc après 52, c'est son deuxième plan. Alors, il fait aussi les fêtes de septembre. À l'époque, ce n'était pas encore le 21 juillet, c'était les fêtes de septembre qu'on célébrait. Et parce que c'était l'anniversaire, bien sûr, de la Révolution. Alors, l'illumination est simplement splendide, dit-on. Elle a tenu tout ce qu'elle promettait, c'est-à-dire qu'elle était splendide. Et c'est les premiers compliments qu'on trouve dans un document, l'œuvre d'un jeune architecte bruxellois, Victor Jamard, à qui l'on doit de sincères remerciements pour le talent et l'activité qu'il a déployé en cette circonstance. Il y avait environ 6000 lampes qui éclairaient le parc. Alors, quand on devient si expert en illumination, on est toujours puni et c'est lui qui doit faire le plan général du placement des appareils d'illumination, parce que, bien sûr, de plus en plus, on va électrifier. Et donc, c'est lui qui, souvent, est chargé de cela. Ici, c'est un plan pour 3 bassins. Alors, il devient inspecteur des bâtisses en 1957. Et maintenant, je dois vous dire qu'une des raisons de mon admiration pour Jamard, c'est l'immensité de travail qu'il a accompli. Je crois qu'on ne trouve pas de demande permis de bâtir à la ville de Bruxelles entre 1957 et certainement jusqu'en 1990, où Jamard lui-même ne fait le rapport. Il fait toujours le rapport et ça prend parfois 2 pages où il dit il faut tenir compte de ça, attention là cette bretèche n'est pas acceptée, il faut la changer, etc. Il suit tous les dossiers, vraiment très intensément. Il y a des milliers
de rapport de Jamard à étudier aux archives de la ville de Bruxelles. Il devient inspecteur en chef, ça ne change pas grand-chose, et il devient architecte en chef en 1964. Alors, est-ce qu'il y a des psychanalystes dans la salle? Non, bon. Le 1er février 1964, sa mère meurt. 2 mois après, il épouse Marie Casse. Encore 1 mois plus tard, il quitte son père pour s'installer rue du Pépin. Et 2 mois après, il est nommé architecte en chef. Que ce soit agréable ou non, ce sont plusieurs deuils. Et directement, il se jette dans le travail. Quelques réalisations entre 64 et 67, comme il y a l'avenue Louise qui s'ajoute, il doit faire des plans pour le raccord des rues d'Ixelles, et ici c'est les rues Mercelis, Beaucité et Hermitage, par exemple. Alors j'ai trouvé aussi un plan pour les urinoirs à établir dans les aubets du parc. Il fait vraiment tout. Il va même dessiner le grillage de ces urinoirs. Alors, il a aussi fait un des tout premiers projets de transformation du Sablon. Donc, vous savez que la rue de la Régence, vous savez probablement que la rue de la Régence n'allait que jusqu'au Sablon et que par après, on a prolongé pour faire le lien avec le palais de justice en construction. Mais le tout premier projet de transformation, déjà où on pense enlever les maisons à côté de l'église, accolées à l'église, c'est donc Jamard qui le fait, et vous voyez qu'il fait déjà l'esquisse de ce qui deviendra plus tard le petit Sablon, au moins une décennie plus tard, par Béart. La réalisation du Grand Sablon n'est pas faite selon ce plan-là, qui aurait eu quand même le mérite, à mon avis, d'être exécuté. Alors, un de ses gros travaux, c'est la restauration de l'église Notre-Dame de la Chapelle. C'est comme d'habitude ici à Bruxelles, phasé. Toutes les restaurations, c'est phasé, c'est sur une longue période. Et je vais vous épargner beaucoup de dessins, sauf celui-ci qui éclaire quand même bien le travail très pointilleux, très recherché de Jamard. Période 71-75, j'ai trouvé plusieurs projets que je crois vous ne connaissez pas. Il fait un projet pour la Grande Écluse, là où la Seine arrive. Ce projet ne sera pas respecté, mais vous voyez quand même, moi je ricane un peu, je ne m'y connais pas trop, mais je ricane un peu chaque fois que je lis que Jamard est un architecte néo-gothique. Voici son projet de Grande Écluse. Ce sera finalement Léon XVI qui va faire ce bâtiment, qui remplace d'ailleurs, entre parenthèses, une construction d'Auguste Payen à l'époque. Il va transformer l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, très important également pour tous les étudiants. C'est l'ancien couvain des Bogards, rue du Midi, qui va être transformé. C'est vraiment pas une fixation de ma part. Moi, j'ai choisi un plan des pissoirs et lieux d'aisance dans la cour des classes d'architectes et un dessin, un avant-projet où vous voyez quand même l'étendue de ces travaux. Alors, il y a la Maison Jamard. Maison Jamard, sa propre réalisation, sa maison. Et je n'ai qu'un seul dessin à vous montrer. Mais j'encourage tout le monde à lire, c'est accessible sur Internet, l'excellente contribution de Vincent Emmons sur cette maison, une vie, une maison et un siècle. C'est formidable, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup inspiré. Et si vous lisez cela, vous serez étonné de voir, d'apprendre la modernité de Jamard. Moi, au début, quand je commençais à connaître Jamard, je disais, bah, c'est un vieux, c'est un ancien, c'est un restaurateur, il est excellent, mais quand même. Mais Vincent Emmons a le talent de prouver combien cette maison est moderne, combien cette maison est adaptée
déjà au gaz, à l'électricité, combien elle est bien pensée, bien réfléchie. Bien sûr, le style, là, on peut en discuter. J'en profite pour dire aussi que Victor Jamard est le premier à avoir utilisé pour une de ses restaurations, le premier en Belgique, un certain genre de ciment, le nom m'échappe maintenant. C'est quand même vous dire, ne croyez pas que c'est un vieux. Hein, il était moderne, il s'adaptait, même s'il est toujours resté beaucoup dans la restauration. Si on dit restauration, on peut aussi remercier M. Alain Blond d'avoir restauré cette maison. Une merveille, la maison est heureusement classée, mais comme toute belle action est souvent punie, on a puni M. Blond à commencer un nouveau chantier au boulevard, à l'avenue du Midi, qui s'appelle maintenant avenue de Stalingrad. Il en souffre, j'en profite. Je ne sais pas s'il est là ou non, mais j'en profite pour dire qu'il a un excellent bed and breakfast dans cette maison. 1876-1880, voilà, ce n'est pas du néo-gothique, ceci, hein. Un projet de construction érigé pour les services du gaz et des eaux, parce que ça devient de plus en plus important à Bruxelles. Il fait des habitations pour les ouvriers de l'usine au gaz qui s'installe à Lac, une nouvelle usine à gaz. Il doit faire c'est même lui qui fait les cahiers des charges. Il fait des dessins pour la façade principale et finalement, ça va devenir la cité Walravens, donc tout près du canal. Cité qui n'existe plus. Je vais un peu plus vite. 1880-1890. Il a de la malchance. Ses 4 collaborateurs les plus proches meurent en l'espace de 15 mois. Tourdoir, de Cooper, Van Outgarden, Van der Brugge. Ses premiers assistants meurent et donc il doit encore plus travailler, y compris à former les petits jeunes de son service. Alors aussi, il rencontre pour la première fois une opposition avec des ingénieurs. Vers les 20 dernières années du 19e siècle, les ingénieurs et les architectes commencent à ne plus tellement s'entendre. Van Mierlo, qui est l'ingénieur en chef, mais en tant qu'architecte en chef, Jamard dirige le service. Et donc Van Mierlo fait un premier projet pour le quartier de la Vierge Noire et on demande à Jamard de faire un autre projet. Donc le conseil communal joue un peu contre les deux et pendant 3 ou 4 années, ça va même être une grande discussion. L'un projet est préféré, puis c'est de nouveau l'autre, et il est trop cher, il est moins cher, etc. Enfin, à cette occasion, on va quand même nettoyer déjà les environs de l'église Sainte-Catherine. J'en profite, j'oublie peut-être de vous signaler que le projet de Jamard consistait aussi à prolonger la rue Horst jusqu'au vieux marché au grain, donc ce qui est devenu par après la rue Antoine d'Ansart. Donc c'était déjà dans le projet de Jamard. Mais donc on démolit beaucoup et on découvre cette tour, la tour Noire, appelée comme ça parce qu'elle se trouvait tout près de la Porte Noire. C'est le vestige de la première enceinte de Bruxelles, ça date de l'XIe siècle et ça avait disparu vers le XIVe siècle parce qu'on avait construit autour. C'était devenu aussi privé et personne ne savait encore qu'il y avait cette tour. Donc c'est en démolissant certains immeubles que subitement cela apparaît. Les promoteurs immobiliers qui, déjà au XIXe siècle, disent « Ah, mais on va abattre ça, qu'est-ce qu'on va construire là, etc. » Mais il y a Bulls, avec l'aide de Jamard, qui dit « On va peut-être essayer de restaurer. » Et on restaure tant bien que mal. Voici le projet de la restauration avec donc un toit qu'on veut placer et qui sera réalisé. Et malheureusement, la tour noire, elle est toujours là, mais entourée d'immeubles nouveaux. La maison Esders était longtemps là. La maison Esders a brûlé en 1991.
Il existe quelques rares photos de la tour noire avec rien autour, mais on a voulu reconstruire parce que des tas de promoteurs avaient acheté tous les terrains et que la ville a dû céder. Alors Vincent Hemmens a aussi trouvé dans les papiers, il a écrit un petit article là-dessus également, un document, un budget que Jamard avait réalisé pour écrire enfin une histoire de l'hôtel de ville de Bruxelles, auquel il était déjà en train de restaurer depuis 1860 et il avait découvert, bon, il a dû chercher des tas de documents et c'était pas évident. Il dit, mais enfin, cet hôtel de ville mérite quand même une histoire, et il pensait bien sûr à l'archiviste Alphonse Wauters pour l'écrire. On a cherché des éditeurs et tout ça, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Manque de sous, c'est toujours la même histoire. Je vous signale quelques constructions encore un peu inattendues. Un hangar pour les services de jardinage et de voirie au bois de la Cambre. Le bâtiment existe toujours, mais les tacs ne sont pas du 19e siècle. Alors, il doit faire des plans aussi en tant qu'urbaniste pour les abords du palais de justice, l'aménagement de la place Roupe, l'aménagement de la place de Liberté avec la statue de Rogier, la place Jean et Jacobs parce qu'il fallait de nouveau une nouvelle vue sur le palais de justice. Et il retrouve les architectures éphémères. Les architectures éphémères, en mai 84, par exemple, il doit décorer l'hôtel de ville pour l'arrivée du roi des Pays-Bas, Guillaume III, et la reine Emma. Alors, sachez que c'est la première visite d'un roi des Pays-Bas en Belgique, parce qu'on a été longtemps, non seulement en guerre, mais après en brouille. Ça s'est un peu amélioré après l'affranchissement de l'Escaut, mais quand même, c'était important, c'était un geste de pacification, et donc on demande de décorer l'hôtel de ville. Et voici, vous voyez qu'il n'y a pas que les footballeurs qui amènent du monde. Le peu de décoration, enfin c'est le peu d'images qu'on en a trouvé, mais je vous signale aussi que la maison du roi a été également légèrement décorée, les drapeaux et tout ça. Si je vous montre cette photo-là, c'est surtout pour vous montrer l'aspect de la maison du roi en 1884. Alors, les funérailles de Charles Rogier, l'année après, alors j'en profite peut-être pour dire que la version de la Brabançonne que vous connaissez, c'est la troisième version, parce que la première, elle était pleine de mots quasi racistes pour les Hollandais, on a adouci par après, et Charles Rogier lui-même a écrit la troisième version de la Brabançonne. Ceci pour faire un petit pont vers cette autre architecture éphémère. Voici Monsieur Rogier exposé, l'exposition du corps dans la cour de l'hôtel de ville, et toute la décoration est donc de Jamard. Je suppose que vous connaissez tous Charles Rogier, hein. Je ne vais pas encore prendre de votre temps pour l'expliquer ça, mais enfin c'était vraiment des funérailles nationales. Il ne faut pas seulement s'occuper de toutes les draperies, mais il faut aussi prévoir de la place pour les fleurs, etc. Et faire la décoration entière. Voici la cour d'honneur telle qu'elle était pour les funérailles. Maintenant, quand on est un champion d'architecte pour les illuminations, on prévoit aussi, quand le corps est exposé également la nuit, de faire cela très 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 beau. Alors, je serai très bref sur l'architecture scolaire, malheureusement, mais bon, je parlais déjà trop. Il a fait énormément d'écoles. L'école numéro 6, qu'on appelle Charles Bulls maintenant, boulevard du Midi, où il a repris, où il a fait des modifications au travail que Poulart avait fait. La rue des Éburons et l'école gardienne aussi, ce sont des œuvres de Joseph Segers, mais qu'il a dû transformer par après. L'école communale numéro 2 dans la rue de la Buanderie, où il a fait des agrandissements. Il a fait l'école numéro 3, actuellement Institut Motte-Couvreur, au Nouveau Marché au Grain. Il a fait l'école numéro 15 à la rue Haute.
Il a fait l'école moyenne B, comme on l'appelait à la rue du Peuplier, l'école Gatti-des-Gamons, il a fait des modifications rue du Marais, il a fait des modifications à l'école laïque pour jeunes filles rue de la Paille, qui est maintenant le lycée d'Axbec, et il a fait des modifications à l'ancien couvent des Visitantines pour en faire une école normale de filles. Alors, je vous signale quand même, les 7 derniers chantiers, c'est dans les années 1880. Jusque dans les années 90, bien. Donc, il n'a pas chômé un seul dessin, l'agrandissement des cours d'éducation, justement, dans la rue de Paille. Ah non, peut-être encore un bon... Oui, voilà. Donc, la transformation de l'hôtel de Corneille Mosselmann, un des fondateurs des Mosselmann et des Mosselmann du Chenois, etc., qui avait construit au marché aux grains suite à la place créée par Fisco. Cette maison avait été incendiée dans les troubles entre statistes et les écrivains, les adeptes de Vandernoot, etc. Il a reçu des tas de dédommagements, mais finalement, ça a été vendu quand même vers 1860 à la ville et ils l'ont transformé en l'école numéro 3. Alors bon, je ne suis pas très connaisseur, mais j'invite toute personne à me montrer ce qui a de néo-gothique dans cette construction. Alors on en arrive à l'architecture funéraire, que je ne voulais quand même pas rater, parce qu'il est aussi une œuvre importante. Il a fait l'entrée du cimetière communal de Bruxelles-les-Verts. Donc le cimetière communal de Bruxelles-les-Verts est créé en 1877. Et quelques années après, on a fait une belle entrée. Voici une photo déjà ancienne, mais ça n'a toujours pas changé. Il a fait également la maison mortuaire avec dépendance. Or, Quentin Demeur a fait un excellent article sur en 2020, je crois, sur les difficultés de créer ce genre de maison mortuaire, loin des habitations, les problèmes de ventilation, les problèmes de température, etc. Le seul reproche que je fais à Quentin Demeur, c'est que je crois, sauf erreur de ma part, qu'il n'a pas une seule fois cité Jamard dans son article. Voici, ça existe toujours, c'est toujours utilisé, c'est un peu à l'abri, mais ça existe toujours. La construction est assez spéciale, il fallait des chambres mortuaires, il fallait aussi une chambre de malade, parce que la grande fraude au XIXe siècle, c'était d'être inhumé, et puis bon, on arrivait parfois, quand il y avait des épidémies de choléra et autres, on amenait des tas de personnes, et certains se réveillaient encore ou sortaient d'un coma. Donc il y avait aussi une chambre de malade. Notez que le gardien, à gauche, là, dans l'image supérieure, n'avait pas accès à la chambre mortuaire par peur de contamination. Il devait faire le tour par le couloir quand il y avait subitement quelqu'un qui se réveillait ou qui utilisait une sonnette. De l'autre côté, il y a la salle des visiteurs, puisqu'on pouvait venir visiter, bien sûr. Il y a aussi tout ce qu'il fallait pour nettoyer le linge chaque fois, etc. Et puis l'amphithéâtre, là, c'était au fait la salle d'autopsie. Au rez-de-chaussée, il y avait les caveaux d'attente pour ceux dont on était sûr qu'ils étaient décédés. Voici une des chambres mortuaires. Vous voyez d'ailleurs le gardien à sa fenêtre. Voici l'autre côté où le visiteur pouvait entrer. Voici l'état actuel, photo prise il y a même pas 2 mois. Et voici l'accès pour les chariots vis-à-vis des caveaux d'attente pour les cadavres dont on en était sûr. Alors il fait aussi les nouvelles habitations pour les employés du cimetière. Et vous voyez qu'il sait s'adapter à tous les styles. Il crée aussi des monuments funéraires. On trouve dans la documentation ce monument de 1868 dont on n'a pas de trace. On suppose qu'il a été détruit.
mais on n'en est pas sûr. Style roman, dit Fontaine, l'éditeur. Et puis, il est chargé par la ville de faire le monument à la mémoire de Jules Anspach, que vous connaissez certainement, monument gigantesque qui se trouve au rond-point des Bourgmestres. C'est un monument imposant de plusieurs mètres de haut, et tout s'y trouve en haut. Il y a la représentation de Bruxelles avec Saint-Michel terrassant le dragon, il y a la couronne de la ville, il y a plusieurs éléments mortuaires connus, et ça fait plus de 3,50 m de haut. Voici en vrai, et je ne peux jamais m'empêcher, en montrant cette photo, d'attirer votre attention sur le fait que quand Jules Anspach est décédé, il a laissé à la ville de Bruxelles une dette gigantesque. Son successeur a réussi en moins de 2 ans à équilibrer le budget. Et vous voyez sa tombe à côté. Ça, tout s'explique, n'est-ce pas? Alors, Félix van der Straten est le seul bourgmestre de la ville jusque bien après la Seconde Guerre mondiale à n'avoir reçu ni rue, ni place, ni boulevard, ni avenue à son nom, ni monument. Je ne veux pas interférer avec la création difficile du gouvernement régional bruxellois, mais ceux qui s'y attaquent et qui réussiraient peut-être à diminuer la dette ne doivent pas s'entendre à beaucoup de reconnaissance, ni de la population, ni des autorités. Encore un autre monument funéraire au cimetière de Saint-Josse, monument qui n'existe plus, pour le graveur François Franck, érigé par ses amis. On a demandé à Jamard de le faire. Alors, il y a encore un mystère, peut-être une réalisation. Ceci est au cimetière de Laeken, en mauvais état, parce que le couple n'avait pas d'enfant, à ma connaissance, la chapelle funéraire pour son frère cadet, qui avait déjà épousé une Pelgrims. Et donc, c'est ce tombeau, pour moi, il est clair, enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il n'y a pas de patte Jamard, parce qu'il était un vrai caméléon qui savait s'adapter à plusieurs styles. J'espère que vous en êtes convaincus maintenant déjà. Donc je ne sais pas dire, parce que Jamard non plus a laissé très peu de traces, à part les rapports, bien sûr, pour les permis de bâtir. Et il n'y a pas de documents de lui, ou pas beaucoup, quelques correspondances, entre autres des échanges pas toujours sympathiques avec Poulart. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il n'a jamais signé ces monuments, il n'a jamais signé ces constructions. Alors, quelques exemples encore de sa diversité. Voici une porte pour l'école communale au Nouveau Marché au Grain, pour l'habitation du directeur qui devait signer. Il dessinait tout le mobilier. Et il a fait aussi les bancs circulaires, dont il y a encore 2 exemplaires au bois de Lacan. C'est également lui qui l'a fait. Il faisait les bordures pour le croisement, le plan que j'ai trouvé, il en a fait plusieurs, le croisement entre la chaussée de Fleurgat et l'avenue Louise. Et quand il faut construire des plans pour un nouvel abattoir, c'est lui aussi, personnellement, qui va signer les égouts. Alors, justement, la fameuse année 1864, il y avait la naissance des barrières Nadar qui est venu présenter au mois de septembre, et on peut supposer que malgré son travail, Jamard est allé voir, il est venu présenter près du Botanique son ballon géant, le géant, à l'invitation de Léopold Ier. C'est là, pour la première fois, probablement, qu'on a utilisé des barrières pour et c'est ce qu'on a appelé les barrières dites Nadar, du moins en Belgique, parce que Nadar a fait tout en France pour qu'on n'appelle pas ça, parce que c'était quand même
un peu contre la liberté, et il a tout fait pour qu'on évite. Donc ne parlez pas de barrière nadar en France, on ne vous comprend pas. Alors voilà ici quand même un projet de 90, je ne sais pas à quelle occasion, de Jamard lui-même. Notez les petites plaques au milieu, et bien, il va même les dessiner grandeur nature, il fait tous les détails. Alors on ne connaît qu'une seule construction privée, c'est la maison de plaisance appelée Kasteel van Bleckum à Allen dans les années 50. C'est la période floue avec Poulart qui lui ne se gênait pas pour faire des constructions. Par après, quand Jamard est venu, la règle était très stricte. En tant qu'architecte de la ville, on ne faisait pas de construction privée. Alors je vous passe, parce que je prends beaucoup de temps, je crois, toutes les commissions et jurys dans lesquels il a pu siéger, et ceci encore n'est qu'un extrait. Je signale quand même que la ville de Pest, devenue par après Budapest, lui demande de participer au concours. Le Grand-Duché de Luxembourg l'invite à Luxembourg parce qu'il ne s'en sort pas sur le plan d'agrandissement de sa capitale, et c'est lui qui doit donner des indications. Il est membre de tas de commissions, entre autres, pour vous dire le temps que ça peut prendre, à 81, il est dans la commission pour étudier les risques d'incendie des théâtres. Ça implique qu'il va visiter tous les théâtres de Bruxelles et qu'il fait chaque fois un rapport de plusieurs pages. Alors, on arrive enfin à la Grand Place, restauration de l'hôtel de ville, de 1860 terminé en 96. Je vous montre que quelques dessins. Voici la fameuse, c'est souvent des planches d'émulation, l'escalier des Lions pour lequel il a reçu l'autorisation du conseil communal d'aller trouver Viollet-le-Duc, le pape de la Restauration en France, à Paris. Et c'est pour ça que dans certains livres, on dit que c'est un disciple de Viollet-le-Duc, mais je crois qu'on peut dire que Jamard est l'as de la Restauration en Belgique. Mais donc, il va de soi, Viollet-le-Duc, c'est celui qui disait il faut restaurer dans l'esprit que ça aurait pu être, etc. Et c'est ce que Jamard a dû faire, même si Jamard a fait des tas d'études de tous les vieux textes, etc. Quelques éléments de détail pour vous montrer quand même sa finesse. Et puis quelques photos de l'époque. Il a été beaucoup aidé par Louis Mello en tant qu'entrepreneur, par l'ornemaniste Georges Houston qui a travaillé énormément à l'hôtel de ville, et aussi des artistes comme Cardon et Delalin et bien d'autres. Voici quelques images des cabinets des bourgmestres et des échevins. C'est tout autre chose à Brucity maintenant, je crois. Voici la salle du conseil et la salle des mariages. Et la sortie, là aussi, c'est lui qui l'a restauré toutes les façades finalement. Mais j'aurais dû prendre d'autres sorties parce que je veux maintenant en arriver à les différentes maisons de corporation de la Grand Place. Il en a fait énormément. Ça a commencé en 81, les Ducs de Brabant, il a fait Le Pan, la Maison des Tailleurs, le Renard, le Petit Renard et le Chêne, le Montabor, la Rose, la Balance, la Louve, et tout ça entre 81 et 92. Alors, restauration, la Maison du Roi, nous y sommes. Ça a duré de 1873 à 1895. Et Jamard n'a pas pris sa retraite à temps parce qu'il voulait absolument terminer. Il a été bien au-delà de l'âge de la pension. On lui a toléré parce qu'on le disait aussi qu'il n'y a que lui qui peut mener ça au bout. Je serai très bref. Voici la Maison du Roi avant la Restauration. Voici la Maison du Roi après la Restauration de Jamard. Un seul dessin, la flèche de la tour, avec tous les détails qui s'y trouvent. Donc, le 1er janvier 1895, il prend sa retraite. Il est vraiment usé. Il est usé, il faut le dire, et sa retraite n'est peut-être pas glorieuse. On ne le remplace pas.
contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, on ne le remplace pas. Beaucoup de personnes croient que c'est sa main qui va le remplacer, mais ce n'est pas vrai. Et humiliation peut-être supplémentaire, on décide que c'est l'ingénieur en chef des services des travaux publics qui va devenir le nouveau chef. Putzès. La Société centrale d'architecture de Bruxelles rue dans les brancards en disant comment est-ce possible, ces ingénieurs, quand ils arrivent à construire quelque chose de convenable, ça manque toujours de l'art, il n'y a pas d'art, comment est-ce qu'on peut permettre ça, etc. Et finalement, ce n'est que 3 ans après qu'on va nommer Samen comme nouvel architecte de la ville. Samen a bien été immédiatement nommé après la retraite de Jamar comme nouvel architecte pour les autres maisons de corporation. C'est lui qui a restauré des tas de maisons également. Samen n'a pas vécu très longtemps en tant qu'architecte à la ville suite à une collision frontale avec un tramway. D'ailleurs, Bruno, on pourrait un jour faire une conférence également sur les architectes bruxellois morts par accident de tramway. On décide quand même, en tant que reconnaissance, de lui offrir un bel objet, une belle sculpture de Julien Dillens, avec lequel il avait déjà travaillé. C'est le génie ailé portant dans l'une main la maison du roi telle qu'elle était, et dans l'autre main, bien sûr un peu plus élevée, la nouvelle réalisation. Ce monument a été offert après par la famille de Jamar au musée de la ville de Bruxelles. Il se trouve dans les collections de la Maison du Roi. Il a été agrandi jusqu'à 20 mètres, mais il n'y a pas de photo. Quelques semaines avant qu'on lui ait offert cela, pour les fêtes de la ville de Bruxelles, par le service de pyrotechnie. Et les journaux disent que c'était vraiment terriblement apprécié. C'était le clou, c'était le bouquet final, 20 mètres de haut, ce monument-là. Il a été aussi agrandi 3 fois par Jules Laga, parce qu'on l'a inspiré pour faire le monument à Dillens, qui est mort aussi assez jeune, qui se trouve au square de Meus. Alors maintenant, vous avez certainement envie de connaître sa bouille, de voir de quoi il avait l'air. Eh bien, je vais vous décevoir. Il y a très peu de portraits. J'ai encore demandé à une descendante, à une arrière-petite-fille, qui a fait des recherches dans sa famille, mais on ne trouve rien. Il y a très peu de portraits. Il y a également au musée de la ville de Bruxelles ce buste fait par un ami, Guillaume de Groot, grand sculpteur. Donc ce buste fait quand il avait 42 ans. Il est en toute vigueur là, et la seule photo qu'on connaît de lui, c'est celle-ci où il est déjà usé, où il est déjà vieilli. Mais on peut quand même, je crois, déclarer qu'on voit que c'est un monsieur sérieux. Alors il y a des personnes qui prétendent que ceci serait également Jamar avec Buls. Je vous la présente uniquement parce que vous pouvez voir la maison du roi sur les échafaudages. Or, j'ai trouvé aussi, parmi mes recherches, qu'il y a eu à l'exposition de Beaux-Arts de Bruxelles en 1872 un portrait de Jamar dessiné par un peintre français, Jules Rago. Ça ne vous dit rien, probablement. Moi, ça ne me disait rien non plus. Et bien sûr, j'ai fait toutes mes recherches sur Internet, sur le Rago. J'ai trouvé une vingtaine de tableaux de nature morte de fleurs et un portrait. Est-ce que c'est Jamar? On peut en discuter. Il y en a qui disent « Ah, je reconnais les sourcils, je reconnais la barbe ». Il y en a d'autres qui disent « Mais enfin, vous êtes fous ». Je vous la montre pour prouver, en tout cas aussi, qu'avec des recherches, on peut encore trouver quelque chose. Il n'est pas exclu qu'un jour apparaissent encore des écrits ou d'autres portraits de Jamar.
pour la monographie qu'on pourrait en faire d'ailleurs. Alors bon, je vous dis déjà, je crois que sa retraite était un peu humiliante et il n'a pas connu une belle fin de vie non plus. Déjà en 81, il a perdu assez jeune son épouse, et notez que ses 3 filles à ce moment-là sont encore jeunes. Berthe a à peine 8 ans. Et moi, mon impression, c'est que tout en s'occupant très bien de ses enfants, avec des bonnes, etc., et on voit par après aussi que ces 3 filles avaient beaucoup d'amour pour lui, il se jette quand même, après la mort de sa femme, encore plus dans le boulot. Anne-Marie, l'aînée, épouse en 87 Jean de Koning, un négociant. Louise va épouser Alfred de Smet, sans profession, en 89. Et puis commencent les mauvaises nouvelles. Il perd son frère Félix en 90. 2 semaines après, la fille aînée Louise. Et encore 3 ans après, Eugénie. Je vous signale que ces personnes étaient restées dans la maison du père, qui lui était mort en 73. Ah oui, peut-être signaler quand même qu'il y a eu un rapprochement entre le père et le fils. À l'époque, on citait dans les journaux, 1 fois par semaine, on publiait toutes les personnes décédées, nées ou mariées. Et j'ai trouvé 2 publications de journaux où Philippe Jamard, à la rue des Œillets où il habitait, est décrit comme artiste peintre. Si un jour vous trouvez une peinture de Jamard, ne croyez pas directement que c'est Victor. Ces 3 personnes sont inhumées comme leur maman dans le caveau familial à Anderlecht, caveau qui a disparu et qui était peut-être aussi une réalisation de Jamard, de Victor. Alors, son dernier frère meurt en 95, il reste tout seul, c'est celui dont la chapelle se trouve au cimetière de Laeken également. C'est la même année qu'est publiée dans tous les journaux tous les journaux, la vie de séparation de biens de Louise avec Alfred de Smet. Le divorce finalement sera prononcé en 1901, quelques mois avant sa mort. Quelques mois avant sa mort aussi paraît un article dans Émulation qui reçoit beaucoup de répercussions dans les journaux et qui dit en clair bon, il y a 30 ans on devait restaurer, mais maintenant on a assez restauré. Il est temps d'accepter le monde moderne. Allons-y, fini les restaurations. Je me demande comment il a digéré cet article-là, tout comme je me demande parfois qu'est-ce que Victor Jamard devait penser de l'Art Nouveau. Bon. Heureusement, Berthe a épousé en 1897 Raymond Pelgrims de Bigard, quelqu'un qui s'intéresse à la restauration et aux vieux monuments. Et finalement, Jamard meurt le 9 avril 1902, épuisé, on peut le dire. Je ne sais pas s'il était fort heureux à la fin. Bon, il était en tout cas entouré de ses 3 filles. Voici le faire-part. J'en profite pour signaler que les archives de la ville de Bruxelles ont une collection gigantesque de faire-part. Bon, ce sont ces grands titres à l'époque, mais ce n'est pas important. Alors, bon, 1902, il n'y a que 2 annonces nécrologiques dans les journaux. Il est déjà oublié. La Réforme fait un bel article avec quand même ses grandes œuvres, et puis le XXe siècle dit que les funérailles ont eu lieu, avec bien sûr les honneurs militaires, c'était l'époque où toute personne de l'ordre de Léopold recevait les honneurs militaires, donc le détachement des carabiniers et la musique des premiers guides. Monsieur de Motte a fait l'éloge des 2 défunts. Monsieur de Motte, qui n'a jamais eu Jamard sous lui, je vous fais grâce de cet éloge qui est correct, mais pas brillant. Alors, il est inhumé
comme sa femme l'était déjà, dans les galeries funéraires de Laeken. Alors les galeries funéraires de Laeken, je suppose qu'il y a quand même quelques personnes ici qui les ont déjà visitées. Ne croyez pas que c'était comme ça dans le temps. Voici une photo de 1910 et voici même une photo de 1885, donc quelques années après l'inhumation dans les galeries de son épouse. Voici la plaque souterraine et on pourrait peut-être en profiter pour demander au service de la ville de repeindre. Et voici la tombe au-dessus. La tombe est réalisée par Paternotte, sculpteur funéraire fréquent, mais grand opposant à Ernest Salut, le grand sculpteur funéraire dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il y avait d'ailleurs au printemps, au jeudi de l'histoire de l'année passée, un exposé, une conférence à son sujet. Et Paternotte n'est pas toujours très correct et on se demande ici comment ça se fait que la tombe de Jamard est une copie parfaite de la tombe d'Alphonse Balla, également inhumée au cimetière de Laeken. Plagiat ou non, on ne le sait pas. Alors, j'en terminerai par dire visitez le cimetière de Laeken, visitez d'ailleurs tous les cimetières. Visitez le printemps des cimetières, le 17 et le 18 mai prochain, à Bruxelles-les-Verts, spécial Art déco. Visitez bien sûr la Maison du Roi et le musée de la ville de Bruxelles. Visitez l'hôtel de ville de Bruxelles. J'ai encore fait récemment et j'ai encore eu des tas de joie, des tas de redécouvertes. Visitez les autres musées de la ville de Bruxelles et surtout visitez les archives de la ville de Bruxelles. Vous allez, si vous n'avez encore jamais fait, en sortir enchanté. Le personnel est très compétent et très gentil. Et il y a encore des tas de trésors à y découvrir. Une notice biographique sur Jamard sera publiée dans la revue de Épitaphe, donc l'organisation déjà qui a fêté ses 40 ans récemment, qui se trouve au musée Ernest Salut, musée d'art funéraire à côté du cimetière de Laeken. Ce sera publié en néerlandais, mais vous pouvez toujours... Oui, c'est très facile de s'abonner à cette revue, très intéressante d'ailleurs. Vous écrivez à info@epitaphe.org et vous pouvez toujours demander une traduction, la version française à pierre-dangle@bayozard.be, où vous pouvez aussi vous adresser si vous voulez une visite des tombes d'architectes au cimetière de Laeken ou dans d'autres cimetières. Voilà, j'en ai terminé, enfin. Surtout lui. Surtout lui. Quand vous sortez de la Maison du Roi ce soir et que vous voyez la splendeur de la Grand Place, criez en sourdine ou à haute voix « Merci Victor ». Voilà, Vincent. Ah. Oui, merci. Bonjour. C'est pour lancer. Juste peut-être 3 petits points qui ne sont pas vraiment des questions, mais des suggestions ou des compléments. D'abord, je ne vais pas briser l'admiration qu'on peut avoir pour Jamard. La mienne est intacte. Mais il est clair qu'à partir du moment où il est inspecteur principal et où il devient architecte en chef, il signe tous les plans, bien entendu, mais il ne les dessine pas tous. Donc, d'une part, il a des collaborateurs dessinateurs, et d'autre part, certains projets sont réalisés par ses collaborateurs et signés par lui. La deuxième chose, effectivement, vous avez à de nombreuses reprises souligné à juste titre le côté caméléon de Jamard. En fait, il est assez logique dans la mesure où Jamard est un architecte qui travaille à l'époque de l'éclectisme, et c'est un architecte éclectique. Et effectivement, si on l'a peut-être un peu trop lié au néo-gothique, c'est parce qu'il a construit la Maison du Roi, mais clairement, Jamard manie tous les styles, comme tous les architectes de son époque. Sa maison est principalement néo-renaissance, d'autres bâtiments sont classicisants. Voilà, donc ça, c'est
C'est ça qui lui permet aussi d'ailleurs de passer de la création à la restauration et de la restauration à la création. Et puis alors, pour l'identification de la photo que vous avez montrée, on ne peut évidemment jamais être absolument certain, mais en ce qui concerne l'identification de Jamar sur cette photo où on voit plusieurs personnes sur la grande place, oui. Voilà, c'est très modestement moi qui ai fait cette identification, et en ce qui me concerne, en tout cas, je suis totalement convaincu. Que c'est lui? Que c'est lui, pour diverses raisons. Okay. D'une part, par la comparaison du visage, mais également par les circonstances dans lesquelles la photo a été prise et des gens qui l'entourent. Je ne vois vraiment pas qui cela pourrait être d'autre que Jamar. Et ça nous laisse donc deviner ou supposer, avec une quasi-certitude, contrairement à ce qu'on pourrait croire des autres portraits où on ne le voit jamais en pied, qu'il était très grand. Tu veux répondre quelque chose, je remercie de ces interventions que je souscris complètement. Je suis très ravi de savoir si c'est, que votre conviction que c'est une photo, tant mieux, on a une photo supplémentaire. Pour ce qui est du premier point, je crois qu'il serait utile de demander à l'intelligence artificielle d'étudier tous les plans connus et signés par Jamar. Je comprends votre remarque, il a fait un travail gigantesque, mais enfin, il n'empêche que tous ces rapports de Baptiste, c'est vraiment lui qui signe, c'est sa signature. Personnellement, je retrouve aussi dans plusieurs plans sa patte au niveau de l'écriture, et je n'ai noté que même très souvent des plans où il est signé vu par Jamar en tant qu'architecte. Donc, à mon avis, il dessinait beaucoup lui-même, peut-être qu'il dessinait... Il était fort apprécié par son personnel également. Ça ne se fait pas, je crois, quand on signe toujours, même si c'était peut-être l'époque aussi où ça pouvait se faire. Mais enfin, je crois que ce serait très utile d'étudier tous les plans plus en détail. En fait, c'est une exigence légale, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que les plans doivent être signés par l'architecte de la ville. C'est encore le cas aujourd'hui. Oui. Donc en fait, l'architecte signe deux types de plans, les plans qu'il trace lui-même, et je confirme qu'effectivement, Jamar dessine énormément, et qu'on reconnaît sa manière de dessiner et sa patte, comme vous dites, mais par ailleurs, il signe les plans qui sont réalisés par ses collaborateurs, non pas par orgueil, mais parce que c'est une obligation légale. Ok. J'en profite pour souligner pour tout le public qu'il y a des grands admirateurs de Jamar. Oui, je précisais que c'est Vincent Aimans qui a été cité tout à l'heure pour l'ouvrage de la maison Jamar à l'avenue Stalingrad. Donc, c'est deux experts qui partagent leur point de vue. Alors, vous remerciez tous, je l'ai déjà fait, remercier Pierre. Encore merci, merci pour tes idées. Je prends note aussi des conférences sur les tramways qui ont percuté des architectes. Ça va être une niche dans la niche. Mais bon, qui sait. Merci également à Flavien Gillier qui est à côté de Pierre de l'organisation Bruxelles nous appartient, grâce à qui nous pouvons enregistrer les conférences. Et à partir de la semaine prochaine, elle sera sur le site du musée de la ville. Et également merci à tous mes collègues qui m'ont aidé à la bonne tenue de cette conférence. Bon retour et à bientôt. Tot ziens.